Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis Camille François. Je suis maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 1 et chercheur au laboratoire qui s'appelle le Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et j'ai consacré une recherche, et ma thèse en vérité, à la question des expulsions locatives. Et c'est cette recherche dont je vais vous présenter quelques grandes lignes aujourd'hui. Peut-être en mettant un peu l'accent sur les aspects de méthode aussi, sur voilà, comment on construit un objet, comment on mène une enquête, et comment on essaie de produire des résultats, qui est un volet à la fois sociologique, disciplinaire, mais aussi éventuellement un volet avec des implications politiques. Enfin, voilà, je vais essayer d'avoir ce ton, ou cette ligne de crête sur laquelle évoluer. Donc, cette thèse, elle a fait l'objet donc de la parution, elle a fait l'objet, pardon, d'une publication sous forme d'ouvrage, qui est ce livre, voilà, dont il y a la couverture sur la slide suivante. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais donc vous présenter rapidement l'objet et la question de recherche que poursuit ce livre. Donc, c'est un livre sur les expulsions locatives qui se construit sur une énigme empirique et une question théorique. L'énigme empirique, vous allez voir, elle est assez simple en apparence. C'est essayer de comprendre pourquoi les expulsions locatives ont explosé en France depuis une vingtaine d'années. C'est essayer de comprendre cette augmentation sans précédent. Je vous donne juste un chiffre qui permet d'en prendre la mesure. Les derniers chiffres dont on dispose, qui remontent à l'année 2024, nous disent qu'il y a eu environ 25 000 ménages, 25 000 familles qui ont été mises à la rue par une intervention de la force publique au cours de l'année. Et en fait, ce chiffre de 25 000, il représente une augmentation ou une multiplication par près de 2,5 en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2014, en France, il y avait environ 11 000 ménages qui étaient mis à la rue par la police chaque année. Et en fait, en 10 ans, on est arrivé à 25 000. Donc c'est une augmentation sans précédent. Et tout l'enjeu du livre est d'essayer de comprendre les origines économiques et politiques en fait, de cette dynamique immobilière ou de cette dynamique sociale particulière. Alors c'est le moment où je vais un peu planter le décor de la procédure d'expulsion pour celles et ceux qui n'en auraient pas une idée un peu précise. Donc une expulsion, ça se joue en 2 ou 3 temps. Ça commence évidemment par une dette de loyer qui peut ensuite donner lieu, deuxième temps, à une assignation en justice, c'est-à-dire que le propriétaire bailleur demande à la justice, au tribunal, de condamner le locataire, à la fois à lui rembourser la dette, mais aussi à rendre le logement si jamais il est jugé insolvable. Et puis le troisième temps, c'est le moment où, lorsque les locataires sont condamnés et ne quittent pas immédiatement le logement, les propriétaires sont fondés à demander à l'État, c'est-à-dire à la préfecture et à la police, l'État régalien, l'intervention de la force publique pour déloger manu militari les familles, les occupants. Pourquoi je plante ce décor? Bon, déjà pour planter le cadre, mais aussi parce que vous allez voir, dès qu'on creuse un peu les tendances respectives du contentieux judiciaire, de l'activité des préfectures ou de l'activité des services de police, on commence en fait à comprendre un peu plus les logiques d'augmentation des expulsions. Très concrètement, il y a un paradoxe en fait qui caractérise la situation française, qui est le suivant. Depuis 10 ans, le nombre d'interventions de la police pour venir déloger manu militari des familles a augmenté plus fortement que le nombre de procès intentés par les propriétaires bailleurs. Vous voyez, si je reprends les 10 dernières années, le nombre de procès intentés par les propriétaires bailleurs pour obtenir l'expulsion des locataires, il oscille, on va dire, aux alentours de 150 000 affaires par an. Oui, donc ça veut dire qu'en France, chaque année, vous avez environ 150 000 affaires, 150 000 procès contre des locataires pour des raisons de dette. Alors, juste pour donner une donnée de cadrage, ça veut dire que chaque année, vous avez environ 1,5% des ménages locataires en France qui se retrouvent en justice en raison de dettes de loyer. Donc c'est ce qu'on appelle un contentieux de masse. C'est une matière ou un domaine judiciaire qui est très fourni sur le plan du nombre, quoi. Donc ce nombre de procès intentés par les propriétaires, soit privés, soit sociaux, ça intègre aussi les bailleurs sociaux, il est relativement stable. Il augmente de 3 à 5% selon les années, mais on est autour de cet ordre de grandeur de 150 000 affaires par an. Parallèlement, comme je vous l'ai dit, le nombre d'interventions de la police, lui, il a été multiplié par 2,5, ce qui fait donc une augmentation de près de 300%. D'accord? Plutôt de 250%. Il faut donc résoudre ce paradoxe. Mais j'en donne tout de suite les conséquences, on va dire, j'espère, les plus évidentes. Ça veut dire que s'il y a plus d'expulsions en France, si les expulsions locatives ont augmenté en France, c'est pas uniquement la conséquence du fait que davantage de familles s'endetteraient. C'est pas uniquement la conséquence d'une paupérisation des locataires. C'est pas non plus la conséquence stricte
du fait que des bailleurs iraient davantage en justice, judiciariseraient davantage que par le passé leurs litiges. Hein. Ça, ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Ce qui explique aussi l'augmentation des expulsions en France, c'est une dynamique interne à l'État. C'est le fait que l'État, c'est-à-dire la préfecture et les services de police, ont décidé d'accélérer la cadence en matière d'expulsion, et ce, bien au-delà que ce que laissait présager l'augmentation des demandes judiciaires des propriétaires. Vous voyez, donc je répète, hein, s'il y a plus d'expulsions en France, ce n'est pas la conséquence unique du fait qu'il y aurait davantage de paupérisation du côté des locataires ou de dettes, ni du recours au droit et à la justice des propriétaires, c'est aussi, je répète, que l'État connaît des transformations internes qui l'ont conduit à accélérer la cadence. Et donc, vous voyez, d'une première question empirique concernant les causes de l'augmentation des expulsions, on arrive à une question un peu plus précise, qui essaye de s'intéresser en fait à l'État, à ses évolutions contemporaines et aux raisons qui l'ont poussé à durcir le ton et à accélérer le rythme en matière d'expulsion et d'envoi des services de police. Ça veut dire qu'en fait, concrètement, hein, si on veut comprendre la logique des expulsions et la mécanique de leur augmentation, on ne peut pas se passer d'une sociologie de l'État. On peut faire une sociologie des expulsions à partir du marché immobilier, à partir des stratégies ou des conduites économiques des ménages populaires ou locataires. On peut rentrer dans le détail des investissements et des stratégies patrimoniales, mais en bout de course, vous devez passer par la case État. Ce n'est pas négociable, en fait, puisque c'est là que prend son origine le mouvement qui a accéléré considérablement les expulsions. Et donc, vous allez voir, hein, quand je vais vous présenter l'enquête et les données que j'ai construites et collectées, mon livre ou mon enquête porte dans une large mesure sur l'État, sur les travailleurs de l'État qui ont pour métier un peu particulier de faire payer les dettes et de mettre à la rue des familles chaque année. Oui, je vous en prie. Ouais. Le lien, donc, tu parlais de la justice, l'État n'intervient que s'il y a une décision de justice. Oui, exactement. Voilà. C'est-à-dire que vous avez la justice qui a condamné le locataire, donc il a déchu de son titre de locataire et qui le condamne à la fois à rembourser sa dette et à quitter les lieux. Et s'il ne quitte pas les lieux, ce jugement autorise le propriétaire bailleur à solliciter la réquisition et l'intervention de la force publique. Donc, le nombre de décisions de justice n'a pas augmenté. En tout cas, il est stable, voilà. L'application, elle a Exactement. C'est le taux d'application des décisions de justice qui a considérablement augmenté. Donc ça, voilà, c'est la principale énigme empirique de mon enquête. Et puis, je la mentionne, même si je ne vais pas la développer aujourd'hui, c'est greffé dessus une énigme plus théorique au sens plus, on va dire, dont la valeur de généralité vise à discuter avec d'autres domaines de la sociologie ou d'autres types d'objets ou d'enquêtes. Je vous la fais très rapidement, mais une autre caractéristique saillante des procédures d'expulsion, c'est leur rapidité relative du point de vue des interventions de police. C'est-à-dire qu'on a un deuxième paradoxe qui se présente. Alors qu'une expulsion, ça fait basculer une vie, la vie des individus et des familles qui sont mises à la rue, en fait, ces dernières, lorsque la police se présente au domicile, opposent assez peu de résistance ou d'obstruction à l'action des forces de l'ordre. Et toute une partie de mon enquête porte, vous allez voir, sur les services de police. Et les services de police, en fait, souvent décrivent l'activité d'expulsion comme une tâche relativement facile à mener. C'est souvent une expulsion, un seul agent de police qui se présente en tenue, accompagné d'un huissier ou d'un serrurier, au domicile d'une famille et qui ne nécessite pas une équipe particulière de police et qui ne rencontre que très très rarement, pour ne pas dire presque jamais, de résistance ou de forme d'obstruction active de la part du groupe de voisinage, de la part des familles. Je ne fais que le mentionner parce que je ne vais pas le développer, mais vous voyez, en fait, partir de ce fait empirique, c'est aussi se poser sur le plan théorique la question de la production de l'obéissance à l'usage de la violence par l'État. En sociologie, en fait, on définit l'État comme l'institution qui détient le monopole de l'exercice de la violence physique légitime. Et en fait, étudier l'expulsion, c'est s'intéresser aux conditions dans lesquelles l'État arrive à légitimer l'usage de la violence auprès de la population. C'est-à-dire comment l'État, progressivement, tout au fil d'une procédure comme celle des expulsions, parvient peu à peu à fabriquer l'obéissance, à fabriquer la légitimité et la reconnaissance du bien fondé de la violence qu'il va utiliser contre des individus, en l'occurrence des personnes pauvres ou des familles pauvres en situation de dette locative. Vous voyez ? Donc, mon livre, il essaie aussi de répondre à la question suivante, hein, c'est peut-être la slide d'après. En fait, tout ce que je viens de dire, je suis désolé. Voilà, on part d'une question empirique sur pourquoi les expulsions ont augmenté en France à une question plus théorique sur comment l'exercice de la violence par l'État devient-il légitime, à la fois aux yeux de celles et ceux qui l'appliquent, mais aussi aux yeux de celles et ceux qui en font l'objet, qui en font les frais. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions, qu'on aurait pu considérer comme le premier temps de mon intervention, hein, voilà, la construction de l'objet et la question empirique et théorique une question un peu de naïve, mon travail. Ouais. Comment dirais-je, si la justice déclare qu'il doit y avoir expulsion, la décision est légitime, enfin la violence. Enfin, Oui, en fait, c'est la différence. C'est une bonne question. Oui, en fait, on a une distinction, comment dire, en sociologie, mais qui n'est pas propre à la sociologie, entre la légalité et la légitimité. Voilà.
La légitimité, c'est plutôt une réflexion sur les conditions de production d'une reconnaissance ou d'une obéissance à une règle, qu'elle soit légale ou pas. Voilà. D'accord. Excusez-moi. Oui. Du coup, j'avais une autre question, parce qu'en fait, vous avez expliqué qu'il y avait 3 temps. Ouais. Et en fait, il y a des délais de combien dans ces 3 temps? C'est très variable selon les territoires, selon les périodes. Donc, je vous donne 2 exemples. Vous pouvez prendre par exemple un tribunal d'une métropole ou d'une périphérie proche d'une métropole où il y a une forte tension sur le marché locatif. Et vous pouvez avoir des délais d'audience, par exemple des délais pour obtenir une audience qui peuvent aller jusqu'à 9 ou 10 mois. Donc vous avez des situations ou des territoires où l'engorgement des tribunaux et l'engorgement des activités ou des services de l'État vient étirer un peu le délai de la procédure. Dis-moi, c'est long, ça? 10 mois pour obtenir une audience, oui, c'est assez. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire bailleur et vous voulez faire expulser votre locataire, vous allez donc au greffe et vous demandez quand est la prochaine audience pour obtenir un jugement d'expulsion. Et vous avez des territoires où ce délai d'audience peut atteindre 7 à 10 mois. Et puis vous avez d'autres territoires, si vous allez, je sais pas moi, à Auch, dans le Gers, ou à Privas, vous allez obtenir plutôt des délais de 2 ou 3 mois. Voilà. Mais il y a quand même la trêve hivernale, non? Alors la trêve hivernale, elle ne porte pas sur la justice, elle porte sur l'application des décisions de justice. C'est-à-dire que la trêve hivernale, c'est ce qui interdit au service de police d'effectuer les expulsions entre le 31 octobre et le 1er avril chaque année. Voilà. Mais par contre, les procès pour expulsion continuent toute l'année. En fait, la trêve hivernale, elle porte sur uniquement le calendrier L'application. d'intervention de la police, d'application des décisions. Donc pour répondre à cette question, je vais regarder le temps, j'ai donc mené une enquête et collecté et construit des données. Donc j'ai essayé de résumer en une phrase l'esprit général de l'enquête. Donc mon enquête, c'est une enquête à la fois quantitative et qualitative sur les trajectoires et le traitement par les institutions d'un échantillon de ménages en procédure d'expulsion. Et ce, dans un département populaire de région parisienne. Donc très concrètement, cette enquête, elle m'a emmené sur 3 terrains, qui sont les 3 scènes sociales où se jouent et se scellent les décisions d'expulsion et donc la destinée des familles endettées qui en font l'objet. Le premier terrain, donc je vous présente l'étendue de l'enquête, ensuite vous allez voir, je vais me resserrer plutôt sur le terminus du train, donc plutôt les activités de préfecture et de police pour répondre à la question que je vous ai mentionnée tout à l'heure. Donc comme je vous l'ai dit, premier terrain, une expulsion pour dette, ça commence par une dette, comme son nom l'indique. Et donc j'ai commencé cette enquête auprès d'un service de recouvrement des impayés, d'un important bailleur social, dont j'ai observé le travail des agents. Donc très concrètement, pendant plusieurs mois, je me suis assis aux côtés d'employés d'un grand bailleur social de région parisienne, dont le métier est de faire payer les dettes aux locataires qui en ont. Et donc, cette observation du travail de recouvrement, il visait à répondre à une double question, qui sont des questions locales par rapport à la question plus générale que j'ai dressée précédemment. D'une part, pourquoi les familles s'endettent? C'est-à-dire, essayer de comprendre pourquoi chaque année, vous avez des milliers de familles, pauvres ou populaires, qui, alors qu'elles risquent une chose aussi grave que l'expulsion, arrêtent de payer leur loyer. Et donc l'enjeu, c'est d'essayer de rentrer dans les logiques d'arbitrage monétaire, ou, comme je les ai appelés, des arbitrages d'infortune, qui conduisent en fait ces familles-là à suspendre le paiement du loyer lorsqu'elles font face à une pénurie de ressources. Et de manière un peu, on va dire, critique, essayer de voir s'il n'y avait pas des formes de rationalité économique, même si elles sont paradoxales, même si elles peuvent paraître baroques par rapport à la norme dominante de gestion des budgets, qui poussaient ces familles à agir de la sorte. Vous voyez, donc c'est essayer de comprendre les logiques sociales de l'endettement. Et puis d'autre part, je voulais aussi, observer le travail de recouvrement en tant que tel, c'est-à-dire les techniques juridiques ou pratiques que développent ces employés pour faire payer les gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire comment ces employés d'un bailleur social arrivent à obtenir des prélèvements monétaires parfois assez importants de la part de familles qui disposent de peu d'argent, et de comprendre un peu comment elles s'y prenaient. Voilà. Et puis, la dernière vertu de ce premier moment de l'enquête, c'est que le service de recouvrement des impayés chez les bailleurs sociaux, c'est aussi là où se joue la décision de venir judiciariser le litige, c'est-à-dire passer de stratégie de règlement à l'amiable à une stratégie contentieuse, c'est-à-dire d'assignation en justice. Ce qui m'emmène donc au deuxième terrain de l'enquête, qui porte sur les tribunaux, sur la justice des expulsions en France. Donc là-dessus, j'ai essayé de développer ou de mobiliser toute la palette des méthodes des sciences sociales. Donc très concrètement, je suis allé d'abord collecter des décisions de justice prononcées par 4 tribunaux, dont j'ai fait une base de données, pour pouvoir faire des traitements statistiques sur une grande quantité ou une grande masse d'affaires judiciaires. Et puis j'ai croisé en fait
cette analyse quantitative et statistique avec d'une part des observations d'audience, puisqu'en fait les audiences pour expulsion en France, elles sont publiques, comme la plupart des scènes judiciaires, et puis des entretiens avec les magistrats. Donc, je vous donne juste quelques résultats parce que ce n'est pas ceux que je vais développer par la suite, mais l'enjeu de ce deuxième moment de l'enquête, qui est le moment judiciaire, hein, c'est essayer de comprendre, de manière un peu classique en sociologie, des inégalités ou des discriminations, pourquoi certaines catégories de familles sont plus fréquemment expulsées que d'autres. Vous voyez, c'est une manière d'essayer de rentrer ou de mettre en lumière les critères à la fois juridiques, mais aussi infrajuridiques, que les juges mobilisent pour soit prononcer l'expulsion des locataires, soit leur accorder des délais de paiement. Vous voyez, et donc, cette enquête à la fois quantitative et qualitative, hein, elle permet de planter le décor judiciaire et de donner des résultats relativement en apparence simples, mais qui ont, je pense, une petite charge critique ou de connaissance. Donc, concrètement, hein, je vous en donne quelques-uns de ces résultats. Donc, mon enquête, par exemple, premièrement, elle a permis de chiffrer le temps que prenait en moyenne une audience en matière d'expulsion. Et donc, le résultat est 5 minutes. Donc, en fait, une audience en matière d'expulsion dure en moyenne 5 minutes. Et 5 minutes, c'est une moyenne. Puisque quand les locataires ne sont pas présents à la barre, ce qui est environ le cas dans 60% des cas, dans mes données à l'échelle nationale, on est plutôt à un taux de présence à 50%. Donc on va dire dans un peu plus d'un cas sur deux, les locataires ne sont pas présents au tribunal le jour où il est jugé leur affaire. Ce temps moyen de 5 minutes, il peut tomber à 1 minute 30. Vous voyez, donc on est dans le cadre d'une justice sous forte contrainte de nombre et de rythme, voire une justice expéditive. Autre résultat que mon enquête met en lumière, hein, vous avez d'un côté 80% des propriétaires bailleurs qui ont un avocat, et c'est 90% pour les propriétaires privés. Les bailleurs sociaux, parfois, ont des juristes internes qui les dispensent d'avoir recours à un avocat, mais si on fait une moyenne générale, 80% des propriétaires bailleurs ont un avocat contre 5% des locataires. Vous voyez, ce simple comptage qu'on obtient en fait en faisant des statistiques descriptives sur les jugements, sur les sources écrites que produit la justice, vous montre le déséquilibre des droits et des forces en fait entre locataires et propriétaires à la barre. Et puis, une dernière donnée de cadrage, hein, vous avez à l'échelle de mes données environ 48% des décisions qui prononcent l'expulsion des locataires. Donc si je le reformule peut-être avec des termes plus clairs et plus simples, dans environ un cas sur deux, le juge ou la juge va prononcer l'expulsion de la famille, c'est-à-dire la déchoir de son titre de locataire et la condamner en fait à rendre le logement sous peine d'intervention de police. Et puis dans l'autre moitié des affaires, vous avez l'octroi de délais de paiement qui, s'ils sont respectés, permettent le maintien dans les lieux de la famille. Donc je vous donne vraiment un exemple simple pour comprendre un peu la logique. Si vous avez 1 000 € de dette, par exemple, le ou la juge va vous condamner éventuellement à rembourser, en plus de votre loyer pendant 10 mois, 100 € sur votre loyer. Et en fait, au bout de 10 mois, si vous tenez cet échéancier de remboursement, vous gardez votre titre de locataire et donc votre droit au maintien dans les lieux. Vous voyez, donc, ce sont les deux décisions que peuvent prendre en fait les juges des loyers, les juges spécialisés dans les affaires d'expulsion. Voilà. Et donc tout l'enjeu de cette partie de l'enquête, c'est essayer de comprendre les variations autour de cette moyenne. Qu'est-ce qui explique, toute chose égale par ailleurs, qu'une famille va être plus fréquemment expulsée qu'une autre, en fonction évidemment du montant de sa dette, mais aussi du type de bailleur qui la loge, en fonction de sa présence à l'audience, de la présence éventuellement d'un avocat, en fonction, peut-être plus intéressant, du juge ou de la juge qui juge son affaire, puisque un des résultats de mon livre, c'est de montrer qu'il y a un effet juge, c'est-à-dire que vous prenez deux familles qui ont absolument toutes les caractéristiques en commune, sauf le juge ou la juge qui instruit son dossier, et vous avez des probabilités d'expulsion qui varient considérablement d'un tribunal ou d'un juge à l'autre. Vous voyez ? Et c'est typiquement cet effet juge qui est un critère infrajuridique, qui n'est pas écrit noir sur blanc dans le droit, mais qui est décisif dans la jurisprudence des expulsions. Et donc, vous voyez, donc on passe d'une réflexion sur les inégalités face à la justice à une sociologie de la trajectoire et des pratiques professionnelles des magistrats qui peuvent expliquer pourquoi il y a tant d'écart d'un tribunal à l'autre ou d'un juge à l'autre. Voilà. Et puis, si je suis en fait le fil du film, j'ai continué cette enquête après son volet judiciaire et donc je suis allé du côté des services de l'État pour essayer de voir ce que devenaient, après la comparution à l'audience, les familles qui faisaient l'objet d'une expulsion. Donc c'est le troisième terrain de mon enquête, qui est le terrain régalien, c'est-à-dire que j'ai passé près d'1 an et demi dans le bureau des expulsions d'une sous-préfecture qui était rattachée aux tribunaux dont j'avais pu étudier l'activité, et auprès des commissariats de police, et notamment des brigadiers de police qui ont pour métier un peu particulier de réaliser ces expulsions. Donc,
Très concrètement, il faut vous imaginer, avec ma base de données judiciaire, je suis allé chercher dans les archives de la préfecture si je retrouvais la trace des familles dont j'avais pu saisir le jugement. Donc, c'est un travail en fait qui se fait, de première main, c'est-à-dire que je ne suis pas parti des grandes bases de données anonymes que peuvent collecter le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur. Je suis allé faire un appariement. Je suis allé fusionner en fait des sources et des données qui étaient dispersées entre les tribunaux, qui ne savent pas ce que deviennent leurs décisions après, et les préfectures et les commissariats qui ne comprennent pas les logiques des décisions des juges. Donc j'ai fait ce travail d'appareillage des données judiciaires et des données administratives. Donc ça, je l'ai fait donc, en passant près d'1 an et demi dans un bureau des expulsions, où donc j'ai observé le travail des employés de ce bureau des expulsions. Bureau des expulsions, donc, je le répète, le mandat ou la fonction principale est d'autoriser ou de différer l'intervention de la police. Vous voyez ? En fait, quand un propriétaire bailleur a un jugement de justice, il doit demander une autorisation administrative particulière pour que la police intervienne au domicile. Parce qu'en fait, vous avez dans la Constitution cette notion de domicile qui est protégée en droit et qui fait qu'on ne peut pas en fait arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez un kidam ou un ménage sans une autorisation administrative particulière. Donc, j'ai fait cette analyse statistique de ce que devenaient en fait les familles qui étaient passées par la justice des expulsions. J'ai observé le travail des employés du bureau des expulsions. J'ai notamment observé les commissions où sont prises les décisions d'autorisation ou au contraire de suspension du concours de la force publique. Et puis j'ai fait des entretiens avec ces employés, avec les brigadiers de police qui sont chargés de réaliser les opérations. Donc, je fais rapidement un petit point de commentaire sur l'enquête et ensuite je passe aux 3 principaux résultats que je voudrais vous présenter. C'est donc, premier commentaire sur l'enquête, ce qu'on appelle une enquête longitudinale. Vous voyez, c'est une enquête qui rentre dans les coulisses de la procédure d'expulsion, qui essaye de reconstituer pas à pas toutes les étapes par lesquelles passent les familles qui ont des dettes et qui sont menacées de mise à la rue. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une enquête longitudinale qui suit dans le temps et qui essaye de décrire à la fois les trajectoires des familles en procédure, mais aussi les inégalités de trajectoire, les inégalités de destin que produit en fait la procédure d'expulsion, l'activité de la justice et l'activité de l'État. Et puis d'autre part, pour faire le lien entre la construction de l'enquête et la question théorique que je posais tout à l'heure, c'est que le lien entre l'enquête et la question de recherche, c'est de considérer cette chaîne de l'expulsion, qui est parfois longue et lente, comme une chaîne de légitimation progressive de l'usage de la violence par l'État. C'est-à-dire que ce qui se fabrique au cours de ces mois ou de ces années, où la procédure oscille entre son volet judiciaire, les recours que peuvent mobiliser les ménages, l'activité des préfectures et des services de police, c'est un temps étiré où va se fabriquer peu à peu la production d'une obéissance de la part des familles qui, en bout de course, ne vont pas opposer de résistance finalement à l'action des forces de l'ordre, puisque lorsque les forces de l'ordre se présentent au domicile, elles charrient avec elles des ressources d'autorité ou de consentement qu'a produit la procédure et la multiplicité des institutions qui y interviennent. Donc c'est essayer de se dire que cette chaîne de l'expulsion, je répète, dont j'ai essayé de décrire les maillons les uns après les autres, est une chaîne de légitimation de l'usage de la violence par l'État. Alors je vais vous présenter maintenant 3 résultats qui ont un lien avec le titre. Non, c'est bon, il n'y a plus de... qui ont un lien avec le titre de la présentation qui portait donc sur la politique du délogement. 3 résultats. Donc, le premier résultat, la première vertu en fait, de cette enquête, notamment sur le plan empirique, c'est de donner en fait, une photographie chiffrée assez précise de la réalité des expulsions et du pourcentage de familles qui, entre l'audience et la fin de la procédure, vont se retrouver in fine à la rue. Alors, là-dessus, l'une des vertus de cette enquête, c'est de proposer une autre quantification du nombre de familles mises à la rue ou qui perdent leur logement chaque année. Donc le premier résultat porte sur ce que je pourrais appeler le continuum du délogement. Vous allez voir pourquoi j'utilise ces termes un peu techniques. J'essaie de la faire simple. J'ai commencé cet exposé en vous rappelant les chiffres du ministère de l'Intérieur relatifs en fait, aux interventions de la police. Donc je vous ai dit par exemple qu'il y a 2 ans, il y avait eu 24 000 familles qui avaient été mises à la rue par la police. En fait, cette donnée statistique officielle et publique, elle a pour unité de compte l'intervention de la police. Or, ce que montre mon enquête auprès des services de préfecture, c'est que tout comme il existe un halo du chômage, une espèce de zone grise où les individus sont sans emploi mais ne sont pas recensés comme étant au chômage parce qu'ils ne remplissent pas tous les critères de la définition légale de ce dernier, vous avez en matière d'expulsion le même phénomène. Notamment, c'est toutes ces expulsions dont Margot a parlé qui
aboutissent au délogement des familles sans passer par l'autorisation ou l'intervention de la force publique. Donc ce sont toutes ces familles qui sont délogées sans être expulsées, parce que soit elles font l'objet d'une expulsion illégale qui n'est pas recensée dans les sources administratives. Moi, dans les sources administratives, j'ai pu trouver des cas d'expulsion illégale. Mais ça présuppose que les familles soient allées porter plainte au commissariat et fait un signalement, ce qui arrive en fait dans une extrême minorité des cas. Et d'ailleurs, un des résultats de mon livre là-dessus, c'est que souvent, lorsqu'il y a un signalement pour expulsion illégale, l'État vient en fait légaliser ou officialiser la situation de délogement de fait. Bon, ça, c'est quelques cas minoritaires, mais qui ont quand même une valeur d'exemple, je trouve, et qui ne disent pas rien de la procédure d'expulsion. Donc, vous avez tout un halo ou un halo, HALO, hein, donc une zone grise autour de l'expulsion qu'on appellerait la zone du délogement, qui donc concerne ces familles qui vont quitter les lieux avant l'arrivée de la police, soit parce qu'elles sont expulsées illégalement par leurs propriétaires et leurs gros bras, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent, soit parce qu'elles craquent sous la pression psychologique de la procédure. Pour une raison simple, hein, j'en donne peut-être un aspect saillant, c'est que les expulsions en France, elles se font sous le régime du secret. C'est-à-dire que la date de l'expulsion n'est jamais communiquée aux familles qui vont en faire l'objet. Ça, c'est par exemple une différence avec la situation en Belgique, par exemple. Les Belges n'ont pas de trêve hivernale, mais par contre, lorsque les familles sont menacées d'expulsion, elles connaissent à l'avance la date précise où les forces de police vont se présenter à leur domicile. En France, en fait, on fait ça sous le régime du secret, si bien que ce temps entre le moment où le dossier arrive sur le bureau de la préfecture et le moment où la police intervient effectivement, c'est un temps où en fait on va placer les familles dans des situations d'incertitude psychologique radicale. Donc j'essaie d'en donner 2 exemples pour que vous en ayez un peu la substance ou la chair et les os. C'est que ça veut dire que vous êtes chez vous et dès qu'en fait vous entendez un bruit dans le couloir, vous pouvez sursauter parce que vous vous demandez si c'est pas en fait la maréchaussée qui arrive pour vous expulser. Ou c'est des cas de mères de famille qui partent au travail le matin avec une trousse de toilette, dans l'hypothèse où en rentrant le soir, elles trouveraient porte close, c'est-à-dire une porte Citex, qui leur interdit de rentrer chez elles. Vous voyez, c'est ce type en fait d'incertitude radicale dans lesquelles on place les administrés qui aboutit en fait à l'usage d'une contrainte psychologique plutôt que d'une contrainte physique pour les amener à quitter leur logement avant même l'arrivée des forces de l'ordre. Et donc très concrètement, si vous prenez 100 réquisitions de la force publique en France, hein, donc 100 cas où les propriétaires bailleurs ont une décision de justice et demandent l'expulsion de locataires qui n'ont pas quitté les lieux, sur 100 cas, vous en avez environ 40 qui vont aboutir à une expulsion par la force publique, avec une intervention des policiers, mais vous en avez environ 25 qui relèvent de ces familles délogées sans être expulsées. Et donc, tout l'enjeu de mon travail, c'est de proposer une autre quantification du délogement, d'ailleurs de parler de délogement plutôt que d'expulsion, puisque moi, mon unité de compte, c'est la privation de logement. C'est pas l'intervention de la police. L'intervention de la police, ça, c'est une mesure qui intéresse l'État, puisqu'elle mesure l'activité de ses propres services. En sociologie, ce qu'on fait quand on essaye aussi d'avoir une analyse critique, c'est de proposer d'autres formes de quantification, de voir si on change l'instrument de mesure, est-ce qu'on change la mesure. Et donc, je parle plutôt de continuum du délogement, puisqu'il y a un lien entre le fait d'être expulsé par la police ou de céder sous la pression psychologique de la procédure, puisque dans tous les cas, vous perdez votre logement. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la privation de logement, qu'elle soit directe par l'intervention des forces de l'autre ou indirecte par l'exercice d'une violence plutôt symbolique ou psychologique sur les personnes. D'où le titre du livre, peut-être. D'où le titre du livre, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, merci, pas sans retrait au point de pénalty, comme on dit. Voilà. Ça, vous avez un continuum du délogement, à la fois du point de vue des trajectoires résidentielles, mais aussi du point de vue des moyens de contrainte de l'État, puisque donc le livre s'appelle Degré et de force. C'est pour montrer qu'en fait, il y a une solution de continuité, ou plutôt il y a une continuité, parce que la solution continue, ça veut dire autre chose. Il y a un prof de maths dans la salle, donc je me reprends. Il y a une continuité, en fait, entre l'exercice de la violence physique et l'exercice de la violence symbolique par l'État. Qu'en fait, il y a un continuum des moyens de contrainte qui utilisent à la fois la force, mais aussi la production d'une obéissance, degré et de force, pour aboutir à ces situations de délogement. Le deuxième résultat, il vise à répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure, hein, celle des causes de l'augmentation des expulsions en France, et notamment de leur origine étatique. Donc c'est le deuxième résultat. Pourquoi l'État s'est mis à accélérer la cadence en matière d'expulsion bien au-delà de l'évolution du contentieux judiciaire, bien au-delà de l'évolution des demandes sociales et judiciaires que lui adressent les propriétaires bailleurs? Il y a plusieurs raisons à cela, mais la raison principale, c'est une raison en fait d'économie budgétaire. C'est donc cette nouvelle norme de contrôle et de réduction des dépenses publiques qui va venir amener le ministère de l'Intérieur à redoubler d'efforts pour mettre à la rue les familles. Comment se passe concrètement ce mécanisme sur le plan juridique et pratique? Plus l'État va mettre du temps à autoriser et à exécuter le concours de la force publique,
alors que le propriétaire lui en a fait la demande, et plus l'État est en situation de verser des indemnités bailleurs à ses propriétaires. Donc concrètement, hein, je répète, quand vous êtes propriétaire bailleur et que vous disposez d'un jugement d'expulsion, l'État a un délai légal pour faire exécuter la décision de justice. S'il dépasse ce délai légal, l'État doit éventuellement verser des indemnités aux propriétaires bailleurs pour couvrir une partie de la dette des locataires. Et ce qui se passe en fait au tournant des années 2010, quand la machine à expulser s'emballe, avant même la loi Kasbarian d'il y a 2 ans qui, là encore, l'a fait atteindre des niveaux exponentiels, c'est que le ministère de l'Intérieur décide de réduire cette enveloppe dédiée aux propriétaires bailleurs. Moi, quand j'ai commencé mon enquête, hein, à l'échelle de la France, c'était environ 30 millions d'euros. Donc chaque année, l'État versait 30 millions d'euros à des propriétaires bailleurs, privés ou sociaux, en contrepartie de délais de procédure trop longs pour faire intervenir la police. Et donc vous avez une décision de venir réduire ce budget du ministère de l'Intérieur. Et donc pour réduire la voilure, il faut expulser plus fréquemment et plus rapidement que par le passé. Et donc c'est une décision voilà, d'austérité budgétaire qui est venue en fait sceller cette augmentation importante des expulsions, qui a donc une origine étatique dans une large mesure et proprement politique. Ce qui a un lien aussi sur la manière dont les citoyens et citoyennes peuvent s'emparer de cette question, puisque ce n'est pas une stricte fatalité du marché économique du logement. Évidemment, hein, s'il n'y avait pas de propriété à la fois s'il n'y avait pas de propriété à la fois privée et lucrative du logement, il n'y aurait pas d'expulsion en France. C'est-à-dire concrètement, hein, mais ça c'est un propos, on va dire, marxiste d'abolition de la propriété privée qui n'est pas totalement à l'ordre du jour, en tout cas du point de vue de l'agenda politique national. Mais donc je le dis, c'est important, c'est que concrètement, il n'y a pas d'expulsion dans un monde où il n'y a pas de marché du logement privé. Je trouve ça important de le dire, voilà. Mais ensuite, face à l'existence d'un marché et d'un capital immobilier privé, il y a une amplitude du nombre d'expulsions par an. Et en fait, une société qui expulse 6 000 personnes par an ou qui en expulse 24 000, elle ne produit pas le même niveau de violence sociale sur les personnes les plus pauvres ou qui ont du mal à se loger. Et donc, cet intervalle, l'État, des décisions politiques et gouvernementales ont un rôle et ont des effets. Et donc, elles peuvent être questionnées comme telles. Et puis, le dernier peut-être point ou le dernier résultat que je voudrais rappeler, c'est de montrer l'absurdité relative de cette logique d'économie budgétaire lorsqu'on fait le bouclage général du budget de l'État et de la conduite des affaires de la nation. Puisque, donc troisième résultat, hein, l'irrationalité relative de cette décision d'économie budgétaire qui a abouti à l'augmentation des expulsions. En fait, lorsqu'on fait une économie d'1 euro sur le volet dédié à l'indemnisation des propriétaires bailleurs, cette économie budgétaire, elle est plus que largement compensée en aval par le surplus de dépenses dans les budgets sociaux, pour venir loger à l'hôtel les familles mises à la rue, pour assurer le financement des centres d'hébergement ou d'urgence et de réinsertion sociale. Et donc, le budget qui était consacré à l'indemnisation des bailleurs, c'est à la fois une goutte d'eau ou une molécule d'eau dans le budget de l'État. 30 millions d'euros par an, honnêtement, dans le budget de l'État, c'est une molécule d'eau, c'est même pas une goutte d'eau, en fait. Voilà. Mais surtout, c'est une économie de budget qui est plus que largement compensée par le surplus de dépenses qu'il occasionne en aval sur d'autres services de l'État qui sont plutôt situés du côté de l'État social, lorsqu'il s'agit de prendre en charge l'hôtel social, l'hébergement d'urgence ou les formes d'accompagnement social des familles mises à la rue. Vous voyez. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous dit quelque chose aussi de l'hétérogénéité interne à l'État. En fait, ça, c'est un des grands résultats de la sociologie, c'est que l'État, c'est une institution qui n'est pas monolithique, qui en fait fait l'objet de luttes intestines entre des secteurs d'action et d'activité ou d'action publique, entre des services qui sont hiérarchisés sur le plan des ressources, sur le plan du prestige, sur le plan du degré de pouvoir qu'ils exercent sur l'administration des choses et des personnes. Voilà. Et donc, c'est évidemment paradoxal pour le regard d'un sociologue qui fait le bouclage général du budget de l'État, mais l'État n'étant pas une institution monolithique qui dispose, et chaque service disposant d'une autonomie relative, l'économie du bout de chandelle que fait sur son budget le ministère de l'Intérieur, en fait, ne se fait pas en anticipant le surplus de dépenses sur l'autre ministère, puisque vous avez cette division du travail ministériel, cette division interne à l'État. Donc, c'est aussi de vous montrer que, à l'échelle, on va dire, macroscopique, cette logique budgétaire n'a pas grand sens, puisqu'elle aboutit in fine à un surplus de dépenses, mais qu'elle se comprend ou elle s'éclaire, ou elle se résout comme paradoxe lorsqu'on prend en compte le fait que l'État est un champ de lutte, comme disait Bourdieu, hein, le champ du pouvoir est un champ qui est différencié, qui est clivé par des luttes d'intérêts, par des luttes de ressources, et que c'est aussi la marge de l'État que de ne pas en fait agir comme un seul homme lorsqu'il applique ce type de décision. Voilà, et puis pour conclure rapidement,
mais je l'ai déjà un peu dit, hein, vous voyez, quand on met en lumière l'origine proprement étatique de l'augmentation des expulsions en France, bah, sur le plan sociologique, on s'intéresse à l'autonomie relative de l'État par rapport à la structure et au rapport entre les classes sociales, entre les propriétaires et les bailleurs. Vous voyez, l'État n'est pas totalement aux ordres des propriétaires, c'est-à-dire l'État a une forte capacité à recoder en logique interne des demandes sociales ou judiciaires qui lui sont adressées par des propriétaires bailleurs. Vous voyez, c'est aussi avoir une photographie assez précise de l'État pour comprendre comment il s'y prend en matière d'expulsion. Donc, mon travail, il montre l'autonomie relative de l'État par rapport à la structure et au rapport entre les classes sociales, par exemple dans le domaine du logement, entre les propriétaires et les bailleurs. Mais il montre aussi que, via cette origine proprement étatique de l'augmentation des expulsions, l'existence et le nombre d'expulsions par an en France doivent faire aussi l'objet d'une interpellation politique. Ce n'est pas une stricte fatalité économique, hein, comme j'ai dit. Il y a une logique de décision politique qui, en fait, du coup, concerne tout le monde et peut faire l'objet de demandes de compte ou d'une interpellation par la population ou les acteurs politiques, on va dire, ordinaires. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.